Yo les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas tout va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1096. Alors, quel chapitre de fou déjà. On a les Rocks qui débarquent, on a Roger qui débarque, on a Garp qui débarque, on a les prix du tournoi et bien plus. Donc voilà, on va parler de tout ça, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater. Évidemment, comme d'habitude, vous connaissez la routine, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, le chapitre commence là où le dernier s'est arrêté, c'est-à-dire avec la chasse à l'homme qui a commencé sur God Valley. On nous explique un peu les règles, voilà, on nous explique qu'il y a certains lapins qui sont des lapins spéciaux, qu'il y en a 13, et les tuer, ça vaut 10 000 points. Il y a 150 autres lapins qui sont considérés comme des lapins rares. On nous explique aussi que voilà, les one-shots sont récompensés par un excellent bonus et qu'il y a un prix luxueux déjà préparé pour le champion. D'ailleurs, pour ce qui est des prix, on va voir que c'est un peu confus dans ce qui est dit. Parce que là, on nous dit un prix, mais après, on nous parle de deux prix. Donc, est-ce que c'était les deux fruits qu'on va voir plus tard qui sont en fait le même prix dont il parle? Ou est-ce qu'il y a un autre prix? Je vous donnerai mon avis ensuite sur cette question. Alors, plusieurs choses intéressantes sur le début du chapitre, c'est que déjà, Garlingfi Garland est accompagné de ce qui semble être certains membres des Chevaliers Divins. On va en voir plusieurs pendant ce chapitre. Et il dit quelque chose de très intéressant, il dit regardez bien les enfants. Donc, est-ce qu'il parle des enfants, peut-être des dragons célestes de manière générale, ou est-ce qu'il parle de ses enfants à lui? Parce que dans le cas où il a des enfants, alors ça rouvre complètement les possibilités pour ce qui concerne Shanks. Parce qu'on pensait que Shanks était peut-être son fils et qu'il était aussi un membre des Chevaliers Divins, ce qui expliquerait sa relation avec le Gorosei par exemple. Mais là, ça ouvre les possibilités. Donc, Shanks pourrait bien avoir un frère qui, lui, est de mèche avec le Gorosei, alors que Shanks, lui, est un pirate. Voilà, du côté de Nika, je pense que ça ferait une belle opposition. Je pense que ce serait encore plus significatif s'ils étaient des jumeaux, mais juste qui avaient été élevés dans deux environnements complètement différents. Et on pourrait voir en fait le contraste de comment quelqu'un peut virer très facilement juste par rapport à l'environnement dans lequel il grandit. Bref, on revient au chapitre. On nous dit que la chasse, voilà, ils vont pas commencer tout de suite. Ils sont gentils, soi-disant. Ils laissent en fait 1 heure d'avance aux cibles pour commencer à courir, pour ensuite les pourchasser. Donc on verra que c'est pas très classe. Pendant ce temps, on va voir un peu ce qui se passe du côté de la marine. Et on va voir Kong, qui j'imagine est amiral en chef à ce moment-là, qui va contacter Garp pour lui demander d'intervenir pour les dragons célestes. Alors évidemment, on sait que Garp, il n'a pas du tout envie d'intervenir pour eux, il ne les aime pas. Il l'a fait savoir à plusieurs reprises. Mais là, ça va être un peu différent et il y a plusieurs choses dont il faut parler. Déjà, la raison pour laquelle Garp a été appelé. Parce qu'apparemment, ce serait parce que les dragons célestes auraient volé un soi-disant joyau qui était sur l'île des pirates. Donc quand ils parlent de joyau, ils font référence en gros à un trésor. Donc quelque chose qui est important pour l'île des pirates. Donc je me demande si un des prix n'est pas quelque chose qui a été volé justement sur cette île. On y reviendra plus tard. Mais du coup, Garp au départ, il ne veut pas partir. Mais bien sûr, dès que Kong va mentionner qu'apparemment Roger sera de la partie, Garp va se motiver. D'ailleurs, Garp, il était en train de passer ses meilleures vacances. Je sais pas il était où, mais lui, ça se voit que son travail, ça le stresse pas trop. Du coup, voilà, Garp va mettre le cap sur God Valley. Là, on va voir que c'est vraiment le bordel, parce que tout le monde va se retrouver sur God Valley. Mais, avant qu'il n'arrive, plusieurs choses vont se passer. Déjà, on va voir un peu ce qui se passe du côté d'Ivankov, de Kuma et des autres esclaves qui sont en train de s'échapper. Donc on apprend aussi que les dragons célestes ont incorporé une règle et c'est là où on voit vraiment l'aspect de torture psychologique que vraiment cette épreuve crée. Les dragons célestes vont en fait décider de laisser 3 semaines aux esclaves. Si quelqu'un arrivait à survivre pendant 3 semaines, alors il serait libéré. Mais bien sûr, Ivankov, très intelligent, a compris ce qui se passait. En fait, les dragons célestes mettent cette règle pour pas que les esclaves perdent espoir, parce que sinon, ils ne courront pas, ils accepteront juste leur destin. Donc voilà, c'est vraiment une règle de sadique quoi. Du coup,
La chasse avance, on voit que voilà, Saint Garling-Figarland a déjà obtenu 100 000 points, donc on voit qu'il est clairement en train de dominer la course, chose qu'il a faite en abattant des cibles de haute valeur. À ce même moment, on va voir Ivankov, Ginny, Kuma et le reste commencer à mettre en place leur plan. Ils vont se servir d'un homme requin pour justement se libérer de leurs entraves et, grâce à Ginny, on va connaître les prix du tournoi. Il s'agit de 2 fruits du démon qu'on connaît très bien, le fruit du dragon azur de Kaido et le fruit des coussinets de Kuma. On apprendra que Ginny est une spécialiste du vol et de l'écoute, mais aussi des communications. Et elle a justement utilisé ses talents non seulement pour recueillir ces informations, mais aussi pour les diffuser au monde entier, dans l'espoir que quelqu'un les reçoive. Donc on voit que vraiment ils sont en train d'établir un plan stratégique pour s'échapper. D'ailleurs, Ivankov a profité du fait que ces 2 fruits du démon aient été mentionnés pour dire que s'ils arrivaient à s'en emparer, ils pourraient s'échapper de l'île. Sauf que, pour réussir à accomplir ça, il leur fallait un leurre. Et c'est Kuma qui va se proposer, étant donné que non seulement il ne veut voir personne mourir, mais en plus qu'il a un avantage physique, étant donné qu'il fait partie de la tribu des boucaniers. Et c'est comme ça que leur groupe va commencer à organiser leur fuite de God Valley. Pendant ce temps, on voit que le chaos va vraiment se propager sur l'île. Les Rocks vont arriver et on va voir tout le monde. Barbe Blanche, Big Mom, Shiki, Kaido, Stussy, Hache d'Argent, Wang Zi, Captain John et Gloriosa. Donc Damion. Alors ça, je vais même pas vous mentir, je m'y attendais pas du tout. Là, je suis vraiment surpris. Je me serais jamais dit que cette femme faisait partie des Rocks. D'ailleurs, une chose qui est amusante quand on regarde la dynamique des Rocks, c'est qu'on dirait pas que Rocks est vraiment le capitaine. D'ailleurs, on dirait même pas qu'ils sont un équipage, parce qu'on peut voir Barbe Blanche et Big Mom déjà avec leur chapeau de capitaine, chose que je trouve très bizarre. Mais en plus, Barbe Blanche lui va carrément dire qu'il n'est pas le sous-fifre de Rocks. Donc ça veut dire qu'il ne travaille pas pour lui. Je pense que c'est plus une collaboration en fait. Donc je pense pas que les Rocks c'est un équipage à proprement parler. Je pense que Rocks avait tout simplement l'habitude d'inviter d'autres pirates lors de missions communes. Par exemple, s'il avait un trésor à vouloir aller chercher, il emmenait les plus puissants pirates et il partait avec. C'est plus une alliance commune, un peu comme l'alliance entre Law, Luffy et Kid. Quelque part une alliance égale, mais avec quand même une figure de proue qui était Rocks. Parce que là, ça fait pas de sens du tout. Et maintenant, comme si c'était pas assez, les pirates de Roger vont aussi arriver. Donc on va voir Rayleigh, Roger, Gaban et on les voit entourer aussi d'autres figures. Évidemment, dès que tous les pirates vont se pointer sur l'île, on va voir les chevaliers divins avec Saint Garling-Figarland à leur tête essayer de contrer l'offensive des pirates. Pire encore, Garp va débarquer sur l'île à ce moment-là. Donc lui, il arrive, la première chose qu'il cherche, c'est Roger. Voilà, il n'a pas le temps. Mais heureusement, tout ce chaos, ça va permettre à Ivankov et à Kuma de mettre la main sur les prix du tournoi. Alors d'ailleurs, par rapport au prix, j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion parce que on nous dit qu'il y a 2 prix, mais au départ du chapitre, on nous dit qu'il y a un prix spécial pour le gagnant. Donc, est-ce qu'un de ces fruits était le prix pour le gagnant et le deuxième peut-être un prix de consolation, ou est-ce que le prix c'était ces 2 fruits-là? Parce que quand on va voir ce qui se passe un peu avec Roger et Rocks, on va commencer à penser qu'il y a quelque chose d'autre sur l'île. Et je pense que c'est ce qui est justement considéré comme le joyau de l'île des pirates. Du coup, juste après que Kuma et Ivankov aient réussi à mettre la main sur les prix, ils vont se faire attaquer par Big Mom, qui va réussir à prendre le fruit du dragon azur des mains d'Ivankov. Mais au moment où elle allait essayer de prendre le fruit des coussinets à Kuma, ce dernier va manger le fruit sous les ordres d'Ivankov et s'enfuir. Sauf que, pas de chance pour lui, juste à ce moment-là, il va croiser qui? Saturne, qui va apparemment utiliser ses pouvoirs pour mettre à terre Kuma. Bien sûr, il va l'identifier comme le survivant de la tribu des boucaniers. Et on va voir qu'il y a une petite discussion qui va s'organiser entre Kuma et justement Saturne sur l'origine quelque part de sa tribu. Saturne va faire son discours habituel par rapport aux races qui sont liées au siècle oublié, comme quoi sa race doit être exterminée parce qu'elle a un lien justement avec Nika. Ce qui est amusant parce qu'il va lui dire ça juste après que Kuma ait dit qu'il voulait utiliser ses nouveaux pouvoirs pour sauver les personnes qui ont été condamnées comme esclaves, comme Nika. Et c'est là où le flashback sur God Valley va se terminer. Mais sur la dernière case, il y a quelque chose d'intéressant. On peut voir un échange entre Rocks et Roger, où apparemment Roger demandait à Rocks d'attendre et ce dernier l'a envoyé bouler. Donc
est-ce qu'il faisait la course pour mettre la main sur quelque chose ou est-ce que Roger était en train d'essayer de dissuader Rox de peut-être voler quelque chose? Peut-être c'est pour ça qu'on nous a dit que Garp et Roger ont affronté Rox ensemble pour protéger les dragons célestes et leurs esclaves. Peut-être parce que Roger sait ce pourquoi Rox est allé sur God Valley. Je fais remarquer que quand Roger est arrivé, il a précisé que ça faisait plus d'1 an qu'il attendait quelque chose, ce qui me fait penser que c'est pas la première fois que Roger et Rox se rencontrent lors de cette chasse. Je pense que lors de la dernière chasse, ou peut-être lors d'un événement organisé sur l'île des pirates, j'ai l'impression que l'auteur fait exprès de laisser un flou parce qu'il ne veut pas encore révéler les informations vraiment sur les Rox et sur leur clash avec Roger et Garp. Donc sûrement ça on aura notre réponse soit dans plusieurs chapitres ou alors à un autre moment de l'histoire. Je pense pas que l'auteur va décider de révéler tout ça d'un coup. Du coup on passe ensuite au royaume de Sorbet où Ivankov, Kuma et Ginny se sont échappés. La première chose que ces derniers remarquent, c'est que dans le journal, il n'y a que des informations sur le héros Garp. Donc bien sûr, on devine que voilà, Morgans, il s'est fait menacer sûrement par le gouvernement et donc a décidé de cacher les événements de God Valley. On voit aussi que Kuma est en train de prier. Donc rien d'étonnant à ça. Voilà, le gars se promène quand même avec une Bible, donc le voir prier, c'est normal. Et il va dire un truc intéressant, c'est qu'il est en train de prier parce qu'il aurait aimé pouvoir sauver plus de personnes sur l'île. Alors qu'en vrai, Ivankov va nous révéler qu'il a sauvé plus de 500 personnes au milieu de ce chaos et va même aller jusqu'à appeler la main de Kuma la main de la libération. Chose qui bien sûr est une référence à Joy Boy que Kuma admire. Voilà, c'est magnifique. D'ailleurs, par rapport à la tribu des boucaniers, je pense qu'il est assez clair après ce chapitre qu'ils avaient un lien étroit avec Joy Boy. Donc voilà, c'était sûrement une tribu alliée au royaume de Joy Boy lors du siècle oublié. Mais pour en revenir au chapitre, c'est là que tout le monde va se séparer, ou plutôt c'est là qu'Ivankov va se séparer de Ginny et Kuma, parce que ces deux-là vont rester au royaume de Sorbet. Du coup, Ivankov va prendre ses affaires et partir pour laisser Kuma avec Ginny au royaume de Sorbet. Kuma étant plus jeune que Ginny, cette dernière va prendre le rôle de grande sœur envers lui et on va les voir travailler justement pour pouvoir s'acheter à manger et reprendre une vie normale. D'ailleurs, on va voir Kuma se faire un peu harceler par des petits de l'île, sauf que Ginny va les tabasser et Kuma va les soigner. Et après ça, on va les voir accompagner Kuma. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, la manière dont Kuma va devenir le roi du royaume de Sorbet, c'est tout simplement qu'il va vivre au milieu d'eux et qu'ils vont se rendre compte du style de personne que c'est et qu'ils vont l'élire en fait comme roi. Et là, on arrive à la fin du chapitre, on voit Ginny manger avec Kuma dans une scène qui est vraiment touchante parce qu'on peut voir que Ginny va justement être qualifiée de gloutonne par Kuma, ce qui, à mon avis, est un parallèle avec Joelry Bonny. Et les gars, ça pourrait aller loin. Parce que cette Ginny, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vue. Est-ce que Ginny pourrait être la mère de Bonny? Ou bien, si ce n'est pas le cas, quel est son lien avec cette dernière? Je pense qu'on tient une piste intéressante. Je suis pressé de voir dans quelle direction l'auteur va porter l'histoire. Et donc, sur la dernière case, on peut les voir, après avoir mangé, se rendre compte du prix de la liberté. Parce qu'on va les voir tous les deux pleurer après avoir mangé à leur faim et avoir goûté au bonheur, littéralement. Du coup, c'est là où ce chapitre se termine. Alors, chapitre de l'année ou pas, je sais pas, je dirais pas chapitre de l'année. Mais en tout cas, c'est un très beau chapitre, mais je pense qu'on peut dire que c'est un des meilleurs chapitres de l'année, rien que pour le fait qu'on voit Roger et l'équipage des Rox dans ce chapitre. Ce qui est très dommage, c'est qu'on ne nous a pas montré Rox Dixebeck. Ça, évidemment, je pense que tout le monde aurait aimé le voir. Et on n'a pas assisté au combat. C'est pour ça que je ne veux pas dire chapitre de l'année. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Je ne sais pas si je peux vraiment dire que c'est le chapitre de l'année. Mais en tout cas, je pense qu'on peut clairement mettre ce chapitre dans le top 5 des chapitres de cette année. Donc voilà. S'il nous avait seulement montré Rox Dixebeck ou une partie de son combat avec Roger, ça aurait été le chapitre de l'année. Mais vu qu'on n'a pas vu Rox, c'est difficile, les gars. C'est difficile de lui donner ce titre. Mais en tout cas, j'ai kiffé le chapitre. Je pense que l'énigme par rapport à Ginny, quel est son rôle futur dans l'histoire, qu'est-ce qu'elle va faire, tout ça, c'était super intéressant. L'histoire de Kuma et des mains de la libération, du fait qu'il a réussi, grâce à son pouvoir, à sauver tout le monde sur l'île. Je trouve que c'est aussi un super parallèle à ce qui est arrivé sur l'île de Sabaody, parce qu'à la base, on avait l'impression que Kuma nous tyrannisait, mais en fait, il nous libérait. Et, ironiquement, il libérait Nika, sans même le savoir forcément à cette époque-là. Donc je trouve que ça, c'était beau. Je pense aussi que le fait que Carling ait dit « les enfants », ça c'est un truc qui me perturbe énormément. Donc dites-moi ce que vous pensez un peu sur toutes ces questions-là. Sur Garling Figarland, sur
l'apparition des pirates de Rox, est-ce que vous pensez qu'ils sont vraiment un équipage ou est-ce que c'est plus une équipe pour justement une mission précise? Parce qu'on dirait plus ça. On dirait plus qu'en fait c'est comme des capitaines qui avaient décidé de s'allier pour justement accomplir une mission qui était de peut-être prendre un des prix qui se trouvait justement sur God Valley. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la review, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.